Voici 30 ans, ce jardin ombragé était un marécage. Pour y vivre, des hommes se sont rassemblés, mettant leurs ressources en commun et se partageant le produit de leur travail. Ce village collectiviste, ou kibbutz, est gouverné par l'Assemblée générale de tous ses membres. Tout y est collectif, excepté le logement qui est privé. Pour accepter le système du kibbutz, il faut avoir un idéal qui résiste à l'épreuve de la vie communautaire. Il y a un an débutait le soulèvement en Cisjordanie et à Gaza, la guerre des pierres que personne n'avait vraiment prévue, ni les Israéliens qui au début parlent d'une simple flambée de violence, ni même l'OLP qui ne prendra que par la suite le commandement de la révolte. Ces pionniers sont, paraît-il, les fils de ceux qui avaient déjà créé au même endroit un kibbutz avant la guerre de 48-49. Mais ce nouveau kibbutz en territoire jordanien pourrait soulever de graves difficultés diplomatiques au gouvernement israélien. Un an de soulèvement, mais ni les élections en Israël, ni la récente offensive diplomatique de l'OLP n'ont, semble-t-il pour le moment, permis de déboucher sur une relance du processus de paix. Une chose est sûre, l'intifada a bel et bien marqué la fin de l'occupation sans violence et du statu quo dans les territoires occupés. Je suis Marion Sigaud, j'ai 61 ans, j'habite en Bourgogne, je suis à présent adhérente d'Égalité et Réconciliation. J'ai fait connaissance avec le site il y a à peine 6 mois et j'ai publié une série historique, puisque je suis historienne, j'ai publié une série historique intitulée « De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise », dans laquelle j'ai raconté une certaine vision de l'histoire de France que j'ai eu le loisir d'étudier comme historienne et que je n'avais jusqu'à présent pas eu le loisir de publier ailleurs. J'ai d'autre part fait 2 livres historiques, l'un est La Marche Rouge, qui est en vente sur Égalité et Réconciliation, et L'énigme d'Amiens, également sur le site Égalité et Réconciliation. Ça a été le fruit du hasard. J'avais 21 ans à l'époque où j'ai débarqué au kibbutz pour la première fois. J'évoluais dans un milieu extrêmement gauchiste, extrêmement négativiste, enfin par contre-coup de ce qu'avait été mai 68. On parlait tout le temps dans le milieu dans lequel j'étais de communes, de communautés, non pas de renversement du capitalisme, mais d'expériences alternatives au mode de production capitaliste. Tout ça, c'était des mots, c'était des paroles, ça n'avait absolument aucune espèce de réalité concrète. Et j'ai rencontré un jour une fille, c'est l'effet du hasard, mais un heureux hasard, qui m'a dit, la commune, la kimoun, tu causes, ça existe, ça s'appelle le kibbutz. Alors j'ai commencé par dire que c'était pas bien parce que c'était Israël et que Israël c'était pas bien. Enfin, dans le milieu dans lequel j'évoluais, on était antisioniste a priori, par principe. Et j'ai eu la curiosité d'aller voir. Et j'y suis allée alors à la fois d'une part pour voir, parce que j'étais extrêmement curieuse, mais surtout parce que je tenais pas en place, parce que j'étais très très malheureuse là où j'étais. Et que tout ce qui pouvait me fournir une occasion d'aller voir plus loin si l'herbe était plus verte, je le prenais. Et effectivement, l'herbe était plus verte arrivée au kibbutz, ça a été pour moi un éblouissement. Et je peux vous dire que toutes ces années après, je le maintiens, je persiste et signe. D'une part parce que sur le plan personnel, la rencontre avec le kibbutz m'a certainement sauvé d'une espèce de folie qui était en train de me prendre, dans laquelle j'étais en train de sombrer, à la fois pour des raisons familiales et également pour des raisons sociales aussi, parce que avoir 18 ans en 68, c'est perdre brusquement tous ses repères et devenir négativiste, estimer que tout ce qui est bien est mal et tout ce qui est mal est bien. Enfin, on le paye encore aujourd'hui. Hein. Je pense que les conséquences négatives de mai 68, on les sent encore aujourd'hui. Et à l'époque, tomber dans un milieu socialement concret où on disait ce qu'on faisait, on faisait ce qu'on disait, c'était en soi quelque chose de restructurant pour une personnalité vacillante comme la mienne. Et sur le plan personnel, eh bien, écoutez, ça a été
ça a été la chance de ma vie, quoi. J'ai appris là-bas à me reconstruire, j'ai appris les valeurs de travail, j'ai appris les valeurs d'échange, et j'ai été reçue comme une des leurs. Moi, j'ai dit tout de suite, je ne suis pas juive. On m'a dit, est-ce que quelqu'un t'a demandé ta religion? Ils s'en fichaient. Tout ce que j'avais entendu dire de mal du kibbutz, c'était pas vérifié, mais ni de près ni de loin. D'abord, j'ai entendu dire pique-pendre de l'armée israélienne. Bon, quand je suis arrivé au kibbutz, les soldats, c'était qui? C'était tous les gens avec qui je vivais, c'était les garçons de mon âge, c'était ceux de la génération précédente, puisque en Israël, tout homme est un soldat, et toute femme aussi, et tout citoyen est soldat. Donc je voyais une armée populaire, on disait toujours le peuple en armes, le peuple en armes. Bon, moi, quand je suis arrivé au kibbutz, je l'ai vu, le peuple en armes. Donc c'était vraiment une réalité palpable. Tout ce qu'on pouvait raconter sur le kibbutz avant-poste de l'armée, pas plus de l'armée que de l'agriculture que du reste. Je veux dire, le kibbutz c'était en soi un microcosme, d'une part et d'autre part entièrement lié à tout le système de production d'Israël. C'était un système totalement cohérent. C'était pas du tout un truc posé là au service de quoi que ce soit d'autre que effectivement de l'existence d'Israël. Alors ça clairement, j'avais pas vraiment les outils du tout, même à l'époque, pour essayer de comprendre ce que ça pouvait impliquer pour ceux qui n'étaient pas israéliens, et notamment les Palestiniens, pour les appeler par leur nom. Mais tout ce que je voyais était totalement contraire à ce que j'entendais par ailleurs. Et d'autre part, alors concernant le mode de vie communautaire, le mode de production non capitaliste, alors là, clairement, j'ai trouvé ce qu'on m'avait dit. Alors j'ai vécu la guerre de Kippour, quand même. Il faut dire que j'étais là-bas quand les avions sont passés en razmot au-dessus du kibbutz, et que c'était le jour de Kippour, personne ne comprenait pourquoi il y avait des avions, personne n'écoutait la radio parce que ce jour-là, il n'y a pas de radio, et puis j'ai appris que brusquement, moi qui étais française et qui n'avait rien à voir avec ce conflit, je me retrouvais brusquement en guerre avec les hommes qui partaient, le garçon que j'aimais qui partait à la guerre, mes copines qui s'accrochaient au cou de leur mari, qui partaient dans la nuit. J'ai vraiment vécu des expériences à la fois pénibles et puis qui créent des liens très très forts. Ce qui fait que quand je suis rentrée en France, je suis restée très très attachée d'une façon ou d'une autre, soit parce que quand j'avais des vacances, je retournais là-bas, soit parce qu'ils avaient mon adresse et que chaque fois que le kibbutz payait un voyage à quelqu'un, il y avait un passage obligé chez Marion à Paris. Donc pratiquement tout le kibbutz est venu chez moi. Depuis les premiers membres à qui le kibbutz a payé des voyages jusqu'aux enfants, puis après leurs petits-enfants, puis après les copains, les coquins, les cousins, tout le monde est passé chez moi. J'avais une annexe de mon kibbutz qui était à Paris, et ce sont des liens qui ne se sont jamais distendus. La situation politique et militaire, enfin la situation d'Israël ne s'arrangeant pas, il y a eu au fil des années une inquiétude qui est allée croissante. Alors au début, moi j'étais inconditionnel, c'était pas la peine de discuter. Moi, ce que j'entendais dire de toute façon d'Israël, ça collait pas avec ce que je connaissais. Donc on pouvait toujours critiquer Israël devant moi, ça passait pas puisqu'on disait des choses qui n'étaient pas ce que j'avais vu, mais qui cachaient tout le reste. Parce que le reste, tous les discours complètement fanatiquement anti-Israël que j'ai entendus ne m'ont jamais mis le doigt sur la réalité que j'ai découverte moi-même par la suite. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, d'abord, ce que j'ai découvert, je l'ai cherché, c'est pas venu tout seul. Quand j'ai vu que la situation commençait à mal tourner et que, alors à partir alors il y a eu la guerre de 73, après il y a eu la guerre de 82. La guerre de 82, c'était quand même bien l'invasion du Liban par Israël. Moi, je suis retourné dans mon kibbutz cet été-là. Et j'ai vu vraiment la quasi-unanimité des gens que j'aimais qui étaient opposés à cette guerre, mais viscéralement, avec des larmes de rage dans les yeux, des insultes et des invectives. On montrait le poing quand on montrait Aric Sharon à la télévision. Enfin, j'ai vraiment vécu. Et je me sentais bien avec ça. Je me disais, bon, cette guerre du Liban, elle est atroce. Aric Sharon, c'est l'extrême droite. Nous, on est à gauche. Mon kibbutz, c'est à gauche. Enfin, il n'y avait pas de contradiction. Tout semblait pouvoir continuer d'aller bien. Mais je me suis quand même dit que j'aimerais bien connaître un petit peu l'autre bord, ne serait-ce que pour me mettre un peu plus avec eux. Je veux dire, c'est quoi la réalité palestinienne? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas de Palestiniens. Alors, pourquoi je ne connaissais pas de Palestiniens? Parce qu'il y avait une théorie quand même dans mon kibbutz qui était claire, c'est là-bas, c'est la frontière. On appelle ça, c'est la ligne verte. C'est-à-dire, à partir de là-bas, c'est les territoires occupés. Donc, on n'y va pas. C'est pas à nous. Mon kibbutz faisait partie de ces gens qui disaient, les territoires occupés, c'est les territoires occupés. Nous, on est contre l'occupation. Un jour, il faudra les rendre, donc on n'y va pas. Et comme on n'y va pas, on ne va pas voir ce qui se passe. Donc, il y a un côté un peu pratique. Et puis, d'un autre côté, moi, comme eux, ils n'y allaient pas, j'y allais pas non plus. Donc je ne savais pas, je ne connaissais pas de Palestiniens. Et les choses allant comme elles allaient, alors j'ai fini par professionnellement vouloir me lancer dans le journalisme parce que j'ai certaines facilités à écrire et j'ai surtout un goût de l'écriture. J'ai voulu commencer à témoigner, je me suis dit je ne pouvais pas témoigner simplement d'un seul côté, j'ai voulu aller voir l'autre côté. Et la réalité de l'autre côté m'est tombée dessus, alors avec une violence, ça a été un choc.
Parce que j'ai découvert la réalité palestinienne, non pas en allant voir ce qui se passait dans les territoires occupés, parce que tout le monde savait que ce qui était passé dans les territoires occupés, c'était pas bien, donc il n'y avait rien à découvrir, à part la réalité de ce qu'on disait, mais il n'y avait pas de découverte à faire. Par contre, ce que j'ai découvert, et ça c'est vraiment en cherchant, c'est parce que j'ai voulu, et que mes amis israéliens m'ont effectivement accepté de me faire rencontrer les gens qui allaient m'ouvrir une certaine réalité, j'ai rencontré les Arabes israéliens. C'est-à-dire que, jusqu'à ce que je fasse cette découverte, je croyais qu'il y avait d'un côté les Juifs, puis de l'autre côté les Arabes. Donc il pouvait y avoir éventuellement une frontière au milieu, rester à la définir, et on pouvait imaginer que le problème serait réglé quand les Juifs seraient chez les Juifs et les Arabes chez les Arabes. Et puis on pouvait toujours se dire, bon bah le gouvernement actuel, il ne veut pas rendre les territoires aux Arabes, mais un jour on les rendra, et puis c'est un peu ce que disait la gauche, c'est pas à nous, un jour on le rendra, les Arabes chez les Arabes, et nous chez nous. Et un jour j'ai découvert qu'il y avait 1 million d'Arabes qui vivaient dans Israël, avec la citoyenneté israélienne, mais avec la nationalité arabe. Et ça, c'est toute la différence. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Donc j'ai rencontré, alors c'est par des Israéliens, par des gens vraiment de conscience, des gens que j'honore et que j'aime encore, et à travers les années, je les salue. Le personnage de Shmoulik, c'est ça? Le personnage de Shmoulik. Il s'appelait Freud, qui est de son vrai nom, qui est vraiment un type extraordinaire, qui m'a dit: Marion, je vois que tu aimes le kibboutz, je vois que tu nous aimes, qu'est-ce que tu cherches? Je lui ai dit: je cherche la vérité. Il m'a dit: ça te fait pas peur? Je lui ai dit: si. Si. La vérité me fait peur, mais il me dit: mais tu es prête à affronter la peur? J'ai dit: je crois que j'ai toujours fait ça dans ma vie, donc je continue. Et en fait, ce que je craignais, c'était pas de perdre quoi que ce soit d'autre que l'amour des gens que j'aimais, puisque j'en avais besoin. Et je me doutais bien que si je découvrais des réalités pénibles, ça allait pas forcément bien se passer avec eux. J'ai pris le risque, puisqu'il devait arriver arriva. J'ai découvert toute la réalité palestinienne, mais sous un jour que personne ne m'avait jamais montré. C'est-à-dire que j'ai vu comment l'État d'Israël se comportait quotidiennement avec ses citoyens non juifs. C'est là que j'ai découvert la vérité. Puis après, partant de là, alors j'ai décidé d'apprendre l'arabe, puisqu'on me tendait la perche. Un de mes amis israéliens était directeur d'un centre d'études arabes, donc en direction des gens de gauche et des sionistes de gauche et des gens bien intentionnés à l'égard des Arabes. Donc il avait une espèce de cours, un centre d'études, alors qui se trouvait au siège de la Shomer HaTzaïr. Alors qu'est-ce que c'est que la Shomer HaTzaïr? C'est un mouvement, ça signifie la jeune garde, le jeune garde, à Shomer HaTzaïr. C'est un mouvement sioniste de gauche, socialiste, vraiment, qui a voulu faire rimer socialisme et sioniste, et qui a été à l'origine des premiers kibboutz. Il y a eu 2 mouvements en gros, mais la Shomer HaTzaïr, c'était vraiment le mouvement le plus à gauche. Alors un mouvement de jeunesse, vachement sympa, style un peu boy scout, enfin un truc très très sympa. Et le centre d'études arabes se trouvait au siège de la Shomer HaTzaïr. Donc je suis rentré vraiment au cœur du système, mais un système que j'aimais depuis déjà un moment, et reçu par des gens qui m'aimaient, qui me le prouvaient, et qui m'ont dit: on organise des cours d'arabe. Alors je leur ai dit: mais des cours d'arabe, pourquoi? Il dit: parce que nos enfants vont être soldats un jour, et si c'est pas nous qui leur apprenons l'arabe et qui leur faisons connaître les arabes, ils ne les connaîtront qu'à travers le viseur du fusil. Ce qui était une façon très honnête de reconnaître la réalité de l'occupation. Donc il m'a dit: on organise des cours d'arabe pour nos futurs soldats et pour des gens qui ont envie d'apprendre l'arabe, parce qu'on leur donne certaines facilités, une espèce de campus très très sympa. Et si tu veux, tu peux. Alors j'ai dit d'accord. Alors j'ai pris un congé sabbatique. Et je suis allé apprendre l'arabe. Je parlais déjà l'hébreu couramment. Alors j'ai appris l'arabe, c'est marrant parce que j'ai appris l'arabe sans jamais, à partir de l'hébreu, sans jamais avoir appris l'hébreu. Donc en fait l'hébreu, je l'avais attrapé, donc il me manquait tout un tas de mots. Donc j'apprenais l'arabe à partir de l'hébreu, et quand il me manquait un mot en hébreu, on me le disait en anglais. Alors j'avais un cahier il y avait le mot français, le mot anglais, le mot hébreu et le mot arabe au milieu, comme ça. J'avais des pages et des pages, c'est une gymnastique, j'étais complètement épuisée. Mais enfin bon, j'ai appris l'arabe, j'ai appris la grammaire, il paraît que j'avais une très bonne prononciation. Et en même temps que j'apprenais l'arabe, j'ai appris les Palestiniens. Et là j'ai découvert toute la réalité. Et là, ça a été infernal. Ça a été infernal parce que j'ai déjà vécu une première... c'est pire qu'une rupture, c'est une désillusion par rapport à ma famille. Moi, quand j'étais petite, j'avais une idole, il s'appelait papa. En grandissant, j'ai compris que j'avais pas de pire ennemi, donc il a fallu que je tranche, que je choisisse entre l'amour de mon père et mon intégrité, que je fasse un choix. J'ai fait le choix de moi-même. Et je me retrouve, des années après, de nouveau confrontée à un choix terrible, c'est-à-dire mon kibboutz, je l'aime, les gens, les Israéliens que j'aime, je les aime, et j'arrêterai jamais de les aimer, et je peux dire qu'avec le recul, je les aime encore, mais je ne suis pas de ce bord-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe.
Alors, c'était en 1986. C'est un village de bédouins sédentarisés. Alors bon, il faut comprendre les bédouins, les arabes, bédouins, arabes, hein, il n'y a pas de bédouins non arabes. Le bédouin, c'est celui qui vit qui pousse ses troupeaux. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas de clôture à ses champs. C'est le mode de production paysanne qui a besoin absolument de champs ouverts. Donc les bédouins, dans la mesure où Israël a été créé et construit et tout, ils n'avaient plus leur lande, enfin leur territoire, donc on les a sédentarisés. Bon, une fois qu'un bédouin est sédentarisé, il faut qu'il se construise sa maison. Et le village d'Arab al-Hawal était donc un petit village de bédouins sédentarisés qui a construit ses maisons sur un bout de terrain qui leur appartenait, hein, qui était à personne d'autre qu'à eux. Et on leur refusait le permis de construire. Et pourquoi on leur refusait le permis de construire? Parce que pour rien. Vous voulez le permis de construire? Non. Bah, on revient une fois, deux fois, trois fois. Bon, puis il y a un père de famille, sa femme, il a ses gosses, il faut qu'il lui mette un toit sur la tête. Il y a un hiver en Israël, il ne faut pas croire que c'est surtout en Galilée, hein, il y a un hiver froid, donc ils ont construit des maisons. Et ils ont reçu l'ordre de détruire les maisons. Et moi, je ne connais pas de père de famille au monde qui va détruire une maison, surtout ce qu'il a construite de ses mains et dans laquelle il y a sa famille. Et un jour, l'armée est arrivée, ils ont dit dans 10 minutes, vous avez 10 minutes pour sortir tout ce que vous avez. Et paf, ils ont dynamité la maison, pas la maison, les maisons. C'est-à-dire que le village entier a été dynamité et ensuite les bulldozers sont passés. J'ai été alerté de cette horreur par mes amis israéliens, donc de Givat Raviva, et par des amis palestiniens que je fréquentais à l'époque, parce que bon, le centre d'études hébraïques était en plein milieu d'une zone arabe, donc je m'étais fait des copains à droite, à gauche, dans les villages alentours. Et j'ai des amis palestiniens qui m'ont dit, moi il va y avoir une visite à Arab el-Hawaled demain, j'y vais. J'ai dit, moi je veux y aller. Et j'y suis allé avec des amis israéliens, on est parti de Givat Raviva, et on est allé visiter ce village détruit. C'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est quoi? C'est 100 personnes, alors avec un hiver pluvieux comme on n'avait jamais vu. Il tombait des hallebardes, ces gens, ils étaient dehors. Dehors. Pas de maison, pas de toit. Il n'y a pas une tente qui va résister à des trompes d'eau comme ce qui tombe en Israël, hein, parce que si on dit que c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est parce qu'il y a de l'eau l'hiver. Ça, alors là, s'il n'y a pas d'eau l'hiver, il n'y a pas de lait et de miel, on ne cultive ni on ne fait d'élevage s'il n'y a pas d'eau, donc c'est un hiver extrêmement pluvieux, et ces gens n'avaient plus rien. Donc je suis allé voir cette réalité-là, et là ça a été épouvantable, pour moi. Et mes amis israéliens me disent, regarde, c'est quand même bien, la télé est là. J'ai dit, mais la télé, pourquoi faire? Ah bah oui, tu comprends, il faisait en sorte que la télé voit bien que le parti, le MAPAM, ça voulait dire Parti Socialiste Unifié, ça rappelle quelque chose, c'était la gauche de la gauche à l'époque. Et on veut que les caméras montrent bien que le MAPAM se mobilise pour les Arabes. En fait, j'ai compris qu'ils venaient à la pêche au voix, parce que les Arabes, ils ont malgré tout le droit de vote. Donc, ils essayaient de faire en sorte... Enfin, ils essayaient... Je peux pas réduire ça à ça, parce que je sentais bien qu'ils étaient révoltés aussi de l'horreur qu'ils avaient vue. Enfin, d'un autre côté, on vient... alors, ils venaient porter des cahutes, hein, des cahutes minables, des espèces de mobil-homes qu'ils ont mis au milieu. Alors, au milieu, les Arabes, ils avaient des belles maisons en pierre, hein, qui avait été complètement dynamité, puis on leur pose une cahute, et puis on met le sigle du MAPAM, et puis il faut applaudir. Or, il se trouve, et ça ce sont des amis palestiniens qui m'avaient dit, ils m'avaient dit, tu fais 100 mètres dans telle direction, quand tu arrives sur le village détruit, va voir, et puis tu me diras ce que tu as vu. Et à 100 mètres du village détruit, il y avait une implantation juive, donc nous ne parlons pas des territoires, nous parlons d'Israël même, dont le maître d'œuvre était la fédération des kibbutzim, à laquelle appartenait mon kibbutz. C'est-à-dire la gauche de la gauche, le MAPAM, le kibbutz Artsi, la Shomerat Tzaïr, machin, tout ça c'est affilié à la même chose. C'est-à-dire que d'une main on détruit les maisons et on fait venir les caméras pour montrer comment on les aide, et de l'autre côté on fait une implantation juive flambant neuve, viabilisée avec le téléphone, avec les égouts et tout. Alors là, trop c'est trop. Là, trop c'est trop. Alors j'ai commencé en revenant. J'étudiais pendant la semaine à Givat Raviva, puis le Shabbat, je revenais au kibbutz, je peux plus fermer ma gueule. Enfin, c'était devenu insupportable, mais oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Puis je vous dis, il s'est passé ce que j'ai dit, c'est si vous voulez plus de moi, vous le dites. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux pas. Je peux pas me taire. Je veux pas me taire. J'ai fini par arrêter le cours d'arabe et puis je suis allé passer un moment carrément dans un village palestinien. Puis là, je suis vraiment rentré au cœur de la réalité palestinienne. Mais de la réalité palestinienne de l'intérieur d'Israël. C'est-à-dire celle dont aucune solution de deux États ne touche. Si on fait un État palestinien,
dans les territoires de Cisjordanie, il y a toujours 1 million d'Arabes israéliens qui sont vivants en Israël en citoyens de seconde zone. Alors de militantisme, non, parce que là, il y avait une chose que je m'interdisais absolument de faire, c'est de militer contre Israël en tant que tel. Par contre, il y a une chose que je me suis évertué à faire et que je fais encore 20 ans après, et ça n'a pas été simple, c'est de dire, de témoigner de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai aimé, témoigner. Et j'ai fait des tas de conférences à partir de cette expérience que j'ai eue entre kibbutz et intifada, et les gens me disaient, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai répondu systématiquement, allez voir, témoigner. Et les Palestiniens qui ont compris que j'étais quelqu'un qui écrivait et que j'avais vraiment compris leur cause et qui comprenaient également que je ne serais jamais une hystérique anti-juive et antisémite, eux me disaient, on compte sur toi, témoigne, parle, dis. Et c'est ce que j'ai pas pu faire parce que rapidement, on m'a coupé le sifflet. Vraiment, on m'a coupé le sifflet. Mais j'ai quand même écrit. Mais mes livres n'ont pas circulé, ou très peu. Ce qui s'est passé, c'est que après l'affaire de Arab el-Hawaled, mes amis israéliens toujours m'ont dit il va y avoir une manifestation devant la Knesset. Alors moi, les manifs, j'adore. Moi, j'ai toujours été manif. Moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai manifesté. Enfin, je suis une colleuse d'affiches et une manifestante, toujours pour les bonnes causes, hein, je renie rien. Et une manif devant la Knesset pour protester contre la destruction du village d'Arab el-Hawaled, surtout qu'en même temps j'apprenais que c'était le 150e Arab, enfin, je veux dire c'était tout le temps quoi. Alors on parlait de celui-là, moi je découvrais ça, mais c'était quand même des choses courantes. Les destructions de maisons, dès que je suis arrivé à el-Fahem la première fois, on a commencé à me dire là il y a une maison qui a été détruite la semaine dernière. Donc la destruction de maisons par l'armée pour raison de non-respect de permis de construire qu'on ne donne jamais, c'était une réalité courante. Donc quand mes amis israéliens m'ont dit Marion, il y a une manif demain à la Knesset contre les destructions de maisons, j'ai dit chic, je vais pouvoir manifester avec des Israéliens. Et puis je suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait l'état-major du parti, puis le reste c'était des Arabes. Je dis elle est où la rue? Quelle rue? Les Juifs. Ils sont là. Ils étaient quoi, 40? J'ai dit mais c'est pas possible. Mais c'est tout ce que ça leur fait. Mais c'était insoutenable. Moi j'étais sûr que j'allais arriver à une manif où il y avoir plein de gens. Je ne sais même pas s'il y avait 40 juifs. Et les 40 qui étaient là, enfin je dis 40, c'était peut-être 50 ou même 30, je ne sais pas. C'était l'état-major du parti. C'est-à-dire, c'était pas la rue. Ils s'en foutaient. Je dis, mais c'était insoutenable. C'était insoutenable. Surtout quand j'étais revenu au kibbutz et que j'avais dit, alors il m'a dit, dis donc, c'est drôlement. T'as raison, c'est drôlement moche. Mais je me dis, ils vont se bouger. Ils vont faire quelque chose. Et en fait, j'ai compris, ils ne bougent jamais. Ils bougent jamais parce qu'il y a une contradiction interne. Ils sont déchirés en fait. Ils aimeraient bouger mais ils bougent pas. Ils bougent pas. Je me suis retrouvé et puis alors je suis rentré à la Knesset. Alors la Knesset je connais. Hein. J'y suis allé plusieurs fois. Je peux pas dire que je me déplacerais dans la Knesset comme si j'y étais né. Mais enfin bon, je sais repérer les lieux. J'y suis vraiment allé plusieurs fois, toujours avec des gens très très sympas. Je connais la cafétéria de la Knesset, certains bureaux et tout. Et puis, quand on s'est retrouvé autour d'une table avec des représentants du gouvernement, et puis alors il y avait la délégation palestinienne qui était là, palestinienne de l'intérieur, hein, on ne parle pas des territoires, on parle toujours des Arabes israéliens, donc il y avait 1 ou 2 députés arabes, il y avait mes copains du MAPAM, et puis on a dit alors, oui, c'est dommage, c'est grave, oui, au revoir. J'ai dit mais c'est tout? Il dit oui, quoi d'autre? J'ai dit mais on fait quoi? Rien. Alors... à l'issue du truc, là, il y a mon copain israélien qui me dit je te ramène, et puis j'étais avec des Palestiniens, on la ramène. Et il ne le justifiait pas parce qu'on n'arrivait jamais à en parler. On n'arrivait jamais à en parler. Je disais mais il n'y avait pas un village arabe ici avant? C'était il y a longtemps. Puis un jour, j'ai trouvé le village arabe. Un jour, en me promenant dans les collines, comme ça, de mon kibbutz, j'ai trouvé le village arabe avant. Alors, ça a été encore un tremblement de terre. Moi, j'ai avancé de traumatisme en traumatisme, et c'est comme ça qu'on grandit aussi. Hein. C'est quand on surmonte ce genre de choc. Et j'ai dit, mais enfin, on est au milieu d'un village, là, qu'est-ce que c'est que ça? Dans les collines, là où il y a les vaches qui se baladent, on voyait des grandes galopades de cow-boys derrière des troupeaux et tout. Enfin, moi, c'était le Far West, hein, le kibbutz.
Et puis au milieu du Far West, je tombe sur un village arabe en ruine. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, bah écoute, c'était il y a longtemps, ça fait 40 ans. Pour eux, 40 ans, c'est déjà la préhistoire. Hein. Oh, c'était il y a longtemps, longtemps. Ça fait au moins 40 ans. Je dis, mais attendez, de quoi vous parlez? Quand on leur dit que nous, on a des châteaux forts, ils disent, mais non, c'est dans les films, ça. Ils ont une vision de l'histoire qui est complètement dingue. Enfin, c'est une construction mentale. Hein. Donc, mais je dis, mais attends, il y a 40 ans, ils sont encore vivants, les Palestiniens. Oh non, c'est... Alors on évacue. On évacue. Et un soir, je me souviens, c'était dur. Le soir au kibbutz, on organisait des soirées, parce que les soirées sont douces, parce qu'il fait chaud. Alors on tend des petits lampions, et puis on fait un feu, on fait des brochettes, on fait des beefsteaks, et puis on est tous les uns avec les autres, et puis ça rigole, et puis c'est la belle vie, quoi, c'est la belle vie, et puis on parle de choses et d'autres, et puis à un moment donné, j'arrivais de Givat Raviva, je lance un truc sur un... Alors, est-ce que c'était sur Arab al-Hawal? Je sais pas, sur un truc que j'ai vu. Et brusquement, il n'y avait plus personne. Ils sont tous allés se coucher. Comment on fait pour discuter avec des gens qui ne sont pas là? J'ai dit, mais en plus de ça, je me suis repassé le film, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai insulté personne. J'ai évoqué une réalité qui ne voulait pas entendre. Ça s'appelle la tête dans le sable. C'est la politique de l'autruche. Hein. On fait un trou, on se met la tête dedans, puis on ne veut pas voir. Et puis un jour, je me souviens, c'était en mai ou en juin 1987. J'ai retrouvé tous les gens que j'aimais depuis si longtemps. C'était un Shabbat au matin au kibbutz. Puis je leur ai dit, ça va péter. Ils m'ont dit, mais arrête. J'ai dit, ça va péter. Mais tu rigoles, c'est pas vrai. Alors, t'es naïf, tu nous disais que tu m'aimes, nous aimais. J'ai dit, mais je vous aime pas moi. J'ai dit, c'est vous qui êtes en train de vous éloigner, c'est pas moi. Je dis, moi je dis la même chose depuis toujours. Moi vous me dites que vous êtes des humanistes. Pour moi l'humanité c'est pas simplement ici, c'est de l'autre côté aussi. L'humanité elle est entière, elle est une et indivisible. Ah oui mais t'exagères, etc. etc. J'ai dit, que j'exagère ou pas, ça va péter. Ça va exploser. Gna 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 gna. Ils m'ont fait taire. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont réussi à avoir le dernier mot pour ce jour-là. Puis 6 mois après, l'intifada a explosé quand même. Alors là, ils se sont souvenus de moi. Il y a un petit truc sympa. J'ai téléphoné un jour, je leur ai dit « Hep, comment ça va ?» Ils me disent « On parle de toi. » Ils étaient en pleine intifada. Il y avait leur gars qui était parti faire la police à Gaza. Et ils ont hurlé. Ils se sont dit « Mais enfin, c'est pas vrai, c'est une révolte populaire, c'est un peuple qui soulève et tout. » Puis une fois qu'on a dit, on passe à autre chose. C'est-à-dire que la peur, c'est la fausse barbe de la mauvaise conscience. Ça, j'ai compris ça. Chaque fois que je discutais avec une copine ou un copain sur un sujet qu'il ne voulait pas entendre, il terminait en disant « De toute façon, j'ai peur. » Comme ça, tout va bien. J'ai peur, or j'ai le droit de me défendre, donc puisque j'ai peur et que je suis menacé, j'ai le droit de tirer. Non, c'est bon. Enfin, pas avec moi, en tout cas. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Moi, j'ai pas peur des Arabes, je suis désolé. D'ailleurs, à différentes reprises, je me suis amusé systématiquement parce que j'ai eu à différentes reprises l'occasion de me promener en Israël avec une voiture de location. À l'époque, le niveau de vie n'était pas le même qu'aujourd'hui. On pouvait encore assez facilement se payer une voiture de location avec les moyens que j'avais à l'époque, qui n'étaient pourtant pas énormes. Et systématiquement, je prenais les Arabes en autostop. Même quand ils ne faisaient pas l'autostop, d'ailleurs. Je voyais un Arabe ou une Arabe sur le bord de la route, paf, je m'arrêtais, j'ai dit, je t'emmène où? Quand on commence à parler quelques mots de la langue, c'est plus facile. Mais quand je racontais ça, mes amis me disaient, mais t'es dingue! Mais je dis, pourquoi je suis dingue? Mais tu vas te faire assassiner. Je dis, pourquoi je me ferais plus assassiner? Chaque fois que vous voyez un juif sur le bord de la route, vous vous arrêtez. Il ne va pas vous assassiner. Mais tu te rends pas compte? C'était moi qui ne comprenais pas. En fait, j'ai compris que la peur, elle justifie de ne pas aller voir, de ne pas comprendre que l'autre, il est comme soi, quoi. Enfin, moi, j'ai été éduqué comme ça. Pour moi, dans la religion et dans l'éducation que j'ai reçue, tous les hommes sont égaux. Voilà. Au moins en droit, en dignité et tous égaux devant Dieu, hein, on dit. Donc pour moi, un arabe, il n'y a pas plus de raison d'avoir peur d'un arabe que d'un juif. En plus de ça, il y a une délinquance juive, ça existe aussi. Il ne faut quand même pas rêver, faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de juifs qui sachent se servir d'un couteau ou d'un flingue. Donc on essayait de m'inculquer que je devais avoir peur. Et moi je refusais, c'est pas que je refusais, j'ai pas peur. Je suis désolé, je peux pas avoir peur des Arabes si j'en ai pas peur. Donc systématiquement, j'ai pris des Arabes en autostop. Puis comme ça, j'en ai appris des vertes et des pas mûres. Et puis alors non seulement j'en ai appris des vertes et des pas mûres, mais en prenant les Arabes en autostop, j'ai été invité, puis
j'ai connu des gens, et puis j'y suis retourné et tout. C'est comme ça qu'on fait connaissance avec les gens, c'est en rentrant chez eux. Mais l'hospitalité palestinienne, bon, il paraît que c'est l'hospitalité musulmane, ça. Je crois que c'est une vertu de tout le monde musulman, c'est que l'hospitalité envers l'étranger, c'est une des 5 règles de base. Mais c'est merveilleux, faut le vivre, ça. C'est une merveille, c'est une merveille. Moi, j'ai découvert à la fois le monde musulman puis le monde arabe, j'ai été émerveillé. Ça a été ma première grande richesse de ma vie, ça a été de découvrir les juifs et le judaïsme. La deuxième, ça a été les arabes et les mondes musulmans. Et puis moi, je reste chrétienne, française et bien de chez moi, mais enrichie de ça. Absolument. À un moment donné, je me suis dit, je me sens tellement proche d'eux qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre du spirituel. Et comme l'idée de Dieu n'était pas quelque chose... Alors c'était une notion avec laquelle j'étais pas très très claire, mais justement suffisamment pas claire pour pouvoir opérer une recherche. Et je me suis j'ai envisagé une procédure de conversion, mais qui m'a enrichi, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que la religion telle que je l'avais vécue dans ma famille, c'était celle qui était passée par le filtre de la religion qui m'était arrivée par le prisme de ma famille. C'était quelque chose d'extrêmement masochiste, c'était toujours la négation de soi. Alors ma mère m'a expliqué que nous aurions été dans ma famille dans un milieu janséniste. Alors là, tout est clair maintenant, parce que comme je suis historienne et un petit peu spécialiste de jansénisme, effectivement, la vision qu'avaient les jansénistes, qui étaient des catholiques, hein, mais la vision qu'ils avaient du monde, c'est que la vie est une vallée de larmes, on est là pour souffrir, on souffre jamais assez, tout plaisir est proscrit, etc. Et moi, la religion telle que je l'avais vécue, c'était ça. Et moi, ce que j'ai découvert, donc, toute revendication d'existence de ma part était a priori exclue. Être en accord avec le bon Dieu, c'était être rien, être une sous-merde, être... bon. Et j'ai appris l'inverse. Accomplis-toi, deviens toi-même. La plus belle maxime que j'ai retenue de cette période, c'est « Im einini li mili ». Si je ne suis pour moi, qui ? C'est-à-dire, je suis là pour m'accomplir. Et la deuxième partie de la maxime est aussi belle, imani le atzmi ma'ani. Si je ne suis que pour moi, si je suis égoïste, que suis-je? On n'est rien tout seul. Mais d'ailleurs, quand on y regarde bien, le christianisme, c'est ça. Devenir soi-même, avec l'amour des autres, par l'amour des autres. C'est la même chose, c'est la même base. Sauf que, en fréquentant les juifs, je l'ai non seulement appris, mais je l'ai vécu. Et on m'a expliqué. Les gens que j'aimais là-bas, mon cher Yankele me disait, deviens toi-même. J'espère que tu vas bien. Et un jour, c'était un cours, alors on était quelques-uns à vouloir suivre la démarche, et on parlait de l'amour du prochain. Alors je sais que ça se dit en hébreu, c'est dans le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en arabe, ça se dit ahub jarak. Aime ton prochain aussi. C'est vraiment universel. Et j'ai dit, c'est qui mon prochain? Ah ben c'est d'abord le juif. Ah j'ai dit non, ça non. Je suis partie, je suis jamais revenue. J'avais atteint le... Et puis alors, je suis retourné au kibbutz, et puis après, etc. etc. Mais ça, non. Et c'est dans quel cadre qu'on vous a dit cela? On était en train de parler des devoirs quotidiens. Alors, parmi les devoirs, il y avait l'amour du prochain. Et c'est qui le prochain? Ah, t'es juif. Ah, j'ai dit non. Non. Pour moi, non. Ça s'est écroulé d'un coup. Mais mes amis israéliens, ils ne raisonnaient pas comme ça. Mais eux, ils me disaient, de toute façon, alors ils étaient contre. Ils me disaient, mais t'es dingue, tu vas pas te convertir, tu vas tomber dans des salopards et tout. Alors j'ai dit d'abord, c'est pas parce que c'est des religieux que c'est des salopards, moi je raisonne pas comme ça. En plus de ça, je leur disais, fixe-moi la paix, je veux essayer, je veux voir. Et tous mes amis du kibbutz, les gens qui m'étaient le plus chers, me disaient, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et en fait, je sais pourquoi ils voulaient pas. Parce qu'ils me disent, eux, ce qui les intéresse, c'est pas notre idéal à nous, c'est leur idéal judéo-centré. Donc eux, ils savaient, mes amis israéliens savaient que j'allais me heurter à ça. Et quand je suis arrivé au kibbutz en disant j'ai arrêté, ils m'ont dit bon ça va, bienvenue à la maison. On savait qu'ils ne tiraient pas au bout. Donc eux, ils se considéraient comme, c'était avant que je découvre hein, les Palestiniens, mais de leur point de vue à eux, c'était évident que si je rentrais dans une démarche religieuse, j'allais tomber dans le ghetto, quoi. Ils m'ont dit ne fais pas ça, d'abord ça ne te conviendra pas. Je dis on verra bien, puis c'est eux qui avaient raison. Sauf qu'à l'étape suivante, c'est moi qui dis, non mais attendez, les Arabes, ils sont pas différents de vous. Quoi. Parce que je ne crois pas me tromper si je vous dis que ce sont bien les religieux du ministère de l'Intérieur qui gèrent les conversions.
Oui, tout à fait. Non, non, mais les conversions, moi j'avais fait ça à Paris, j'ai pas fait ça là-bas. Hein. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur, c'est une consistoire. Donc là, j'ai rencontré des gens tout à fait honorables, hein. Moi je renie rien, je ne renie rien, je ne renie rien. Mais pas pour moi, c'est tout. Mais alors pour parler d'un sujet que les habitués d'égalité et réconciliation, comme visiteurs ou comme membres connaissent bien, le Talmud, j'ai jamais approché, ni de près ni de loin. Je n'ai pas approché ça. J'ai lu des tas de trucs, j'ai lu les maximes des pères, j'ai lu des choses très très belles, j'ai lu des choses très très belles, très très belles. D'où est issu le christianisme? Je veux dire, il y a une filiation directe, il y a un judaïsme ancien magnifique qui n'est pas lié à un état politique et qui n'est pas replié sur lui-même. Et c'est ce judaïsme-là, je l'ai approché. Mais quand j'ai vu qu'il fallait, pour pouvoir obtenir la conversion, que je décrète que mon prochain c'était le juif, non. Non. Puis je n'ai pas balancé 5 minutes. Ça s'est arrêté comme ça, clic. Moi j'ai découvert qu'un juif religieux, c'est pas forcément un sioniste. Et que s'il est sioniste, c'est quelquefois, enfin moi j'avais une amie, Esther, elle se disait sioniste, alors je lui dis oui d'accord, bon explique-moi. En fait elle s'en foutait, du tiers comme du quart. Ce qu'elle voulait c'était vivre à Jérusalem et pouvoir aller au Kotel, c'est-à-dire au mur. Mais je lui dis mais s'il y avait un drapeau palestinien, elle me dit tu sais très bien que je pourrais pas. Ben, je lui dis je sais pas. Qu'est-ce qui dit que tu pourrais pas s'il y avait un drapeau palestinien? Elle me dit parce que les Arabes me laisseraient pas. Je lui dis mais s'ils te laissaient? Ah ben je m'en fous, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait le drapeau israélien elle s'en fichait. Mais elle avait comme un disque rayé que les Arabes voudront pas, les Arabes voudront pas. Je lui dis mais attends c'est peut-être pas les Arabes qui veulent pas, c'est peut-être toi qui veux pas des Arabes. Alors, bon, mais il me semble que non. Mais elle n'était pas du tout fanatique. Donc ça, son approche de la religion, moi, elle me convenait tout à fait. C'est profondément humain et je ne la sentais pas méprisante vis-à-vis des Arabes. Alors je ne peux pas dire qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour les approcher puisqu'elle n'en connaissait pas. Mais à la limite, ce n'était pas son problème, mais c'est pas elle la fanatique. Elle n'est pas du tout fanatique. Du tout, du tout. C'est un terme que j'ai inventé. C'était pendant que j'étais à Givat Raviva. Il y a eu un jour des colons qui se sont fait casser la figure par des Palestiniens, je crois que c'était dans le territoire de Gaza. Et il y a eu une interview des gens qui avaient été, des Israéliens qui avaient été témoins de cette attaque. Et on les entendait qui disaient « Et ces gens-là ont été attaqués uniquement parce qu'ils sont juifs ». Alors c'était quand même extraordinaire. Il y a des colons, c'est-à-dire des gens qui vont chez les autres et qui s'installent en disant « Je suis chez moi ». Qui commettent toutes les exactions possibles et imaginables, mais quand on leur tape dessus, c'est uniquement parce qu'ils sont juifs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Mais j'ai trouvé ça absolument odieux. Et en hébreu, uniquement parce qu'ils sont juifs, c'est Rak Biglal Shehem Yehudim. Et en prenant la première lettre de chaque mot, j'ai inventé un acronyme qui dit Rabashi. C'est uniquement parce qu'ils sont juifs, c'est Rabashi. C'est-à-dire que si un soldat qui garde une colonie prend un caillou, c'est pas parce que c'est un soldat qui garde une colonie, c'est uniquement parce qu'il est juif. Si quels que soient les trucs qui arrivent, quels que soient les gestes de résistance des Palestiniens à la situation qui est la leur, c'est jamais parce qu'ils se défendent, c'est uniquement parce que les autres sont juifs. Et alors là, je trouvais ça absolument insupportable. Donc j'ai inventé Rabashi. Rabashi, Rak Biglal Shehem Yehudim. Si on essaye de les mettre dehors, c'est pas du tout parce qu'ils ont pris la place, c'est Rak Biglal Shehem Yehudim, c'est Rabashi. Et bon, j'en pouvais plus au bout d'un moment, je pouvais plus supporter. D'ailleurs, j'ai quitté Givat Raviva à cause de ça, parce que je ne pouvais pas passer mes journées à entendre des justifications de ce type. Alors, la ville palestinienne d'Oum el-Fachem, qui a été communiste pendant des années. Pourquoi? Parce que les Arabes israéliens avait comme seule possibilité d'appartenir à un parti politique reconnu, vraiment binational, c'était le Parti communiste. Donc les Palestiniens qui voulaient faire de la politique, ils s'affiliaient au Parti communiste, même s'ils n'étaient pas plus communistes que moi. Et donc il y a eu pendant des années, la municipalité d'Oum el-Fachem, il y avait le drapeau rouge. Et puis les choses ont évolué, et puis un jour les communistes se sont fait mettre dehors, et puis aujourd'hui il y a le drapeau vert. C'est-à-dire que les islamistes ont pris la place des communistes. Alors je ne peux pas dire que ce soit vraiment une grosse perte parce que parmi les communistes que j'ai vus, je ne dis pas tous, hein, il y en a des extrêmement sympas et de parfaitement honorables, mais enfin il y en avait, ils étaient surtout là pour prendre les places de notables. On est toujours bien quand on est notable, que ce soit dans un village arabe ou dans une ville française, là, la notabilité
C'est partout la même chose. Donc, c'était pas forcément une grosse perte, surtout que les islamistes, en arrivant, ont fait un travail que les nationalistes et les communistes n'avaient pas fait. Ils ont creusé des égouts, ils ont construit des écoles propres, ils ont fait des tas de trucs, mais enfin, ils ont beaucoup imposé leurs lois à des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, et surtout, les Israéliens ont laissé l'argent rentrer à flot pour eux, alors qu'ils les empêchaient de passer quand c'était les nationalistes. C'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même une sacrée complicité. Parce que pourquoi est-ce que les islamistes ont brusquement pu creuser des égouts et que les nationalistes ne pouvaient pas? C'est parce que l'argent n'arrivait pas aux nationalistes et que l'argent est arrivé aux islamistes. Pourquoi? Je laisse comprendre qui voudra. À un moment donné, Umm al-Fahem est une ville qui est devenue propre, avec une route, il n'y avait plus de nid de poule, il y avait des ordures, il y avait du ramassage scolaire, on a construit des mosquées, l'argent rentrait. Or, Israël est toujours, enfin, Umm al-Fahem est toujours une ville arabe en Israël avec les mêmes frontières que quand c'était le drapeau rouge. L'argent n'arrivait pas et après il est arrivé. Ne me demandez pas aujourd'hui. Ça fait 20 ans que j'y suis pas allé, donc je ne peux pas faire le point. Je parle de ce qui se passait au début des années 90. C'est à peu près à la même époque. J'ai rencontré un jour dans une manif du 1er mai, une dame qui s'appelait Arna Mer, qui était la sœur d'un des membres du kibbutz dont j'étais le plus proche, et qui m'a vu complètement misérable, enfin, elle voyait bien, elle savait à quel point j'aimais mon kibbutz, elle sentait que j'étais complètement déchiré, et elle m'a dit, viens avec moi, je vais te remonter le moral, on fait des trucs. Alors elle était mariée, divorcée d'ailleurs, mais enfin bon, toujours en très bon terme avec un Palestinien. Elle avait donc des enfants qui étaient à la fois juifs, à la fois arabes, enfin c'était ce qu'il me fallait. Et elle me dit, tu viens quand tu veux. Alors un jour je débarque, hein, et elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, je veux voir Gaza. Ah ben je t'emmène à Gaza. Et elle m'emmène à Gaza. De Haïfa, il y a une trotte quand même. Oh, alors là, j'aurais pas cru que c'était possible. Mon Dieu, comment peut-on? Alors là, c'est infernal. Et ce que je sais de Gaza, c'est que j'ai dû y aller 4 ou 5 fois, et que la dernière fois que j'y suis allé, c'était pire que la première, et que je sais que ça a encore empiré depuis. Je dis là, la réalité, j'ai dit, alors là, quand mes amis israéliens disent qu'on ne veut pas aller à Gaza, parce que c'est pas chez nous, j'ai dit, là, c'est trop facile. Il faut aller voir ce que c'est que Gaza. Comment les gens sont entassés les uns sur les autres, comment il n'y a pas de route, comment il n'y a pas d'eau, comment il n'y a pas de... L'eau du robinet est jaune, vous mettez des fleurs dans de l'eau du robinet, elle meurt. C'était un concentré de misère. Oh, c'est insoutenable, c'est insoutenable. J'ai dit, mais alors c'est insoutenable. Gaza, c'est pas possible. Gaza, c'est pas possible. Puis après, je suis allé dans le camp de réfugiés de Daesh, puis après, je suis allé... Partout, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Là, c'est trop facile de ne pas vouloir voir. C'est insupportable. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je dis... On ne peut pas être complice de ça. On ne peut pas être complice de ça. Et de savoir que ces populations, ça fait des générations maintenant, que chaque jour est pire que la veille, et qu'ils n'ont aucun espoir que demain ça aille mieux, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. Moi, je ne peux rien faire de plus que ce que je fais. C'est de témoigner. Ben, je dis, allez-y, et maintenant on ne peut plus rentrer à Gaza. Moi, la dernière fois que j'ai voulu rentrer à Gaza, je suis rentré. Oh, j'étais dans le viseur. Hein. Mais je suis rentré quand même. Là, maintenant, mes amis israéliens me disent, c'est même pas la peine. On ne rentre plus. On n'entre plus. Et puis même les bateaux n'arrivent pas à passer. Alors que Gaza, c'est quand même une côte. C'est insupportable. Et même les camps de réfugiés que j'ai vus. Ah, puis après avec le bouclage, 3 heures pour faire 3 heures de queue pour faire 20 km, alors qu'au bout des 20 km, il y a un hôpital où on travaille. Non, j'ai vu des trucs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est insoutenable. Tous les jours, c'est pire que la veille. Moi, je veux bien que le monde se soit réveillé, mais il fait quoi le monde avec son réveil? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi pour que les Palestiniens, puis une mère palestinienne puisse emmener son enfant à l'école et le rechercher en étant sûr de le retrouver? On fait quoi? Qui fait quoi? Moi j'ai vu des... Oh, j'ai vu des gens faire des trucs extraordinaires, j'ai vu notamment les... Bon, alors après c'est le sujet d'autres livres que j'ai écrits par la suite, mais enfin des médecins, des infirmières, des auxiliaires de santé qui se défoncent, qui font des kilomètres à pied pour contourner des barrages, pour aller donner des soins gratuits aux plus pauvres. C'est extraordinaire, l'humanité qu'il y a là-dessous. C'est extraordinaire, la solidarité. Et y compris, alors, là je ne me prive pas de le dire, mais des Israéliens, j'ai vu des Israéliens aussi passer les barrages et aller porter secours de l'autre côté. J'ai vu des trucs formidables, mais le monde il fait quoi? Rien. Tous les jours c'est pire que la veille. Tous les jours c'est pire que la veille.
La dernière fois que j'ai parlé avec une Palestinienne, elle a été maman de 2 ou 3 enfants, elle me dit « Je n'ai rien à offrir comme perspective à mes enfants. Rien, rien. Depuis que je suis née, chaque jour a été pire que la veille. Et j'ai des enfants, j'ai rien à leur offrir. Rien, rien, rien. On avait un peu de terre, on n'en a plus. On avait un peu d'eau, on n'en a plus. C'est insupportable. C'est insupportable. » Ils se cachent bien. Je sais pas, moi j'ai écrit des livres, on les a pas lus, on les a publiés, on les a pas fait connaître, on les a pilonnés. Tous les témoignages que j'ai voulu faire, alors j'ai été reçu, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences, j'ai dû en faire pas loin de 300, mais il n'y a pas eu de relais. J'ai été reçu dans des paroisses, beaucoup par des catholiques. Alors c'est marrant parce que c'est comme ça que j'ai renoué finalement avec le catholicisme. C'est que c'est au comité catholique contre la faim et pour le développement qu'on m'a tendu le micro, qu'on m'a dit tiens, si tu as quelque chose à dire, vas-y dis-le, nous on t'écoute. Puis ils m'ont écouté, puis ils m'ont publié, puisque j'ai publié après plusieurs livres chez eux. Mais la grande presse n'a pas fait rien, 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 rien. Je suis inexistante. Je suis médiatiquement inexistante alors que ça fait 20 ans que j'écris et que je publie. Y compris les mouvements de défense des Palestiniens, rien. Autoproclamés comme tels. Rien. Marion Sigon ne connaît pas. J'écris des bouquins, il va y avoir une recension dans le monde diplôme, machin et tout, sur tous les bouquins sur les livres, sauf sur le mien. On ne parle jamais de mes livres. On les pilonne. On n'en parle pas. On les relaie pas. À cause de quoi, selon vous? Je ne sais pas. Je pose la question. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi personne ne sait que j'ai écrit des livres qui sont, paraît-il, pas mal? Alors, il y a des gens qui les lisent, mais personne n'en parle. Sauf vous. Mais ça, c'est tout le monde, ça. Tous les gens qui vont en Israël et qui ont fait le moindre détour par chez les Arabes, ils passent à travers cette épreuve-là. C'est-à-dire que pour pouvoir monter dans l'avion, alors ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, il faut peut-être réactualiser. Moi, je vous raconte comment c'était du temps que j'y allais. Pour monter dans l'avion, vous passez à un service de sécurité qui vous pose des tas de questions. Est-ce que vous avez fait votre valise? Est-ce que quelqu'un a pu voir votre valise depuis que vous l'avez fermée, etc. Puis vous étiez vous hier soir, puis la semaine dernière, etc. Puis est-ce que vous êtes allé chez les Arabes? Alors si vous dites non, puis qu'on trouve un petit machin, un petit indice, vous avez menti, on va vous emmerder. Donc il faut dire la vérité. Si vous êtes allé chez les Arabes, vous allez dire oui, vous étiez chez qui et comment. Et puis à moi, on m'a fait rater mon avion un jour comme ça. Alors j'avais vu le président un avocat qui était représentant des droits de l'homme en Israël. J'étais allé le voir avant de repartir. Je lui ai dit je repars avec des trucs, des contes en arabe pour enfants et tout. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit dites la vérité. De toute façon, est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Je lui ai dit moi rien du tout. Alors, il m'a dit dites la vérité, ils vont vous emmerder, mais ils ne peuvent rien contre vous. Ben, ça pour m'emmerder, ils m'ont emmerdé. Mais qu'est-ce que j'avais fait de mal? J'étais allé voir les Arabes et alors avec des choses qui l'interdisent. C'est quoi? Où est le mal? Où est le problème? On n'a pas le droit d'aller voir les Arabes? C'est quoi le souci? Terroriste? Personne ne m'a terrorisé, moi, là-bas. À part les gars de l'aéroport. Alors là, pour ce qui est de me terroriser, alors là, j'avais les tripes en charpie, mais j'avais rien à me reprocher, alors j'ai repris mon avion le lendemain. Voilà, je téléphone au consul de France en disant, voilà, je suis bloqué. Alors ils m'ont dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis, je peux peut-être appeler mon patron, dire que je ne serai pas là demain. Il me dit, je peux faire ça. Il me dit, vous avez besoin qu'on vous repaye un billet? J'ai dit, oui, j'ai pas vraiment les moyens d'en acheter un deuxième. Alors l'ambassade de France m'a repayé un billet, je suis reparti le lendemain, simplement parce que j'avais dit que j'étais allé chez les Arabes. Mais alors on peut pas? Il y a quoi? C'est pas permis? Et si on ne veut pas passer par Israël pour aller les voir, on passe par où? On est bien obligé de passer par Israël pour aller voir les Palestiniens. Alors on fait comment? Moi je leur ai dit, les derniers qui m'ont enquiquiné, je les ai regardés droit dans les yeux, j'ai dit, vous êtes peut-être mon ennemi, mais moi je ne suis pas le vôtre. J'ai rien contre vous, moi. Pourquoi vous vous excitez comme ça? Elles n'étaient pas fières, les petites jeunettes, là. Et alors, quand je leur avais pas dit que je parlais hébreu, je les ai entendus dire, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle joue pas le jeu comme les autres? Il y a égalité-réconciliation. Il y a un pays qui a inventé vérité-réconciliation. C'est l'Afrique du Sud. Pour abolir l'apartheid, ils ont dit vérité et réconciliation. Et il n'y aura pas de réconciliation entre les Blancs et les Noirs tant que la vérité de ce que les Blancs ont fait aux Noirs ne sera pas dite. Donc d'abord la vérité et ensuite la réconciliation. Et ça a marché. Je crois qu'il n'y a pas de problème en Afrique du Sud. Mais globalement, la ruée des Noirs sur les Blancs n'a pas eu lieu parce que toutes les frustrations cumulées et les horreurs commises
contre la majorité noire ont été dénoncées et que les gens qui les ont commises les ont reconnues. Et là, la réconciliation a pu avoir lieu. Et c'est ce que je souhaite qu'il se passe dans cette partie du monde qui est quand même, pour pas dire la moitié de ma vie, mais un bon tiers quand même, un bon tiers. C'est ce que je souhaite qu'il se passe, c'est que la vérité soit dite pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Aussi longtemps que la vérité ne sera pas dite, rien ne sera possible. Et la vérité, elle n'est pas facile à dire. Elle n'est pas facile à dire.